Mesdames et messieurs, bienvenue à JDD, le jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir un homme singulier, un homme particulier, un homme que beaucoup connaissent. Sûrement, tous ceux qui ont rendez-vous effectivement avec JDD connaissent à la personne de Dr Seydou Gueye. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Mamadou, merci beaucoup de m'avoir convié à partager avec vous cette heure autour des questions qui intéressent nos compatriotes. Mais je voudrais faire une mention très particulière à toutes les femmes du Sénégal et à toutes les femmes du monde pour leur adresser un message de soutien, de sympathie et d'affection à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. On a l'habitude de parler de la journée de la femme, mais c'est la journée internationale des droits de la femme, qui est un concept qui a beaucoup évolué. Il fut un temps, on parlait de promotion féminine, on a parlé d'égalité, d'équité de genre, où on a tout mis ensemble. Et ce qui compte, c'est que pour les femmes du monde, et pour les femmes, pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles représentent pour nous, c'est tous les jours leur fête. Bonne fête à toutes les femmes. Merci, mais nous joignons aussi notre voix à celle de Dr Seydou Gueye, donc pour souhaiter effectivement cette belle fête qui est toujours une occasion de réflexion justement sur les progrès accomplis par l'humanité, mais surtout par le biais justement des femmes. Donc, journée heureuse et journée laborieuse. Donc, j'ai comme invité Seydou Gueye, docteur Seydou Gueye, il faut bien préciser le docteur parce qu'il vient de réussir justement avec brio son doctorat en France. Et aussi, il est ministre, donc un grand homme politique, mais qui a été de tous les combats qui ont amené son parti, l'APR, l'Alliance pour la République, donc au pouvoir, en l'occurrence le président Macky Sall, dont il est un ami, dont il est un proche, mais en même temps aussi dont il est jusqu'à présent, je crois, un conseiller proche et très écouté. Nous allons aborder beaucoup de sujets, vous le devinez aisément, et le contexte, mais en même temps aussi peut-être bon, l'actualité du moment justifie peut-être la présence donc, du ministre Seydou Gueye à jeudi dimanche. C'est un habitué. Et nous avons le plaisir donc à passer en revue un certain nombre de questions qui agitent un peu le landerneau politique sénégalais, mais en même temps aussi des questions qui agitent la région, la sous-région ouest-africaine, et puis surtout aussi la dimension internationale du conflit justement au Moyen-Orient n'échappe pas à la vigilance donc, du ministre Seydou Gueye. Mais dans son parcours, il est et il reste justement un homme de gauche. Je crois que ça, c'est tout à fait un élément distinctif chez vous. On dit également que vous êtes de gauche à la fois de cœur et de tête. Et on dit également que l'injustice, tout comme les inégalités, ça vous agace, ça vous insupporte. Mais je ne supporte pas. C'est dans mon ADN, je ne supporte pas l'injustice. C'est le fondement de mon engagement politique. Parce que je pense qu'il faut toujours être à côté des plus faibles. Il faut toujours être à côté des plus pauvres. Il faut toujours être à côté des plus précarisés. Or, cette considération, je ne vois pas de raison pour un engagement politique. Et on nous vend souvent ce que j'appelle l'expertise ou la matière grise comme étant une qualité fondamentale. Ça, c'est une qualité pour la technocratie. C'est-à-dire être expert dans quelque chose, travailler, produire des résultats. Mais la question politique, fondamentalement, question politique, elle a comme fondement, justement, cette orientation et cette tentation. Travailler pour le progrès des hommes et de l'humanité. Et d'ailleurs, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, je disais que si le progrès social est du côté de la gauche, moi je me situerais volontairement du côté de l'extrême gauche. Ça, c'était la surenchère radicale qui accompagne tout romantisme juvénile quand on fait ses premiers pas en politique. Mais une fois adulte, on comprend très très bien qu'aucun extrême n'est bon. D'accord. Donc, Dakaro à Bontin, il a habité la Médina, il a habité aussi la Gueule-Tapée, et c'est vous dire un peu peut-être bon, le tempérament qui agite donc notre invité. Et jeune également, il a fréquenté la France, où il a fait ses études. Mais détail plus intéressant, eh bien, Seydou Gueye a intégré donc les courants politiques en France, notamment du côté du Parti socialiste français. Et on dit que vous êtes aussi presque vous avez été biberonné par le courant Rocard. Ben, je me suis construit
D'abord par des expériences ici au Sénégal, engagement lycéen, politique, puisqu'à l'époque c'était un peu les tendances maoïstes, marxistes-léninistes, staliniens qui s'affrontaient, trotskistes de temps en temps. Mais en fait, le tout a sédimenté et vraiment j'ai capitalisé sur ce qui est le patrimoine de la deuxième gauche française. C'est-à-dire la deuxième gauche qui n'était pas complexée par rapport au marché, qui travaillait pour une société équilibrée, qui travaillait pour le progrès social, mais qui ne voulait pas une société de marché, qui mettait le marché au service du développement humain. Mais ce qui est le plus essentiel dans cette famille de pensée, c'est un peu ce que Michel Rocard avait l'habitude de dire et qui étaient les éléments d'identité de notre courant. Le penser clair, le parler vrai et l'agir concret. Donc, vous le devinez aisément, cet entretien s'impose avec évidence, en raison sans doute voilà, du profil de notre client. Comprenez aussi qu'il a connu des victoires, il a connu des moments de grande joyeuseté, mais ils ont connu aussi, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils ont connu aussi peut-être des défaites cuisantes. Mais nous allons commencer justement par ces défaites-là. Monsieur le ministre, 2024, ça doit vous rappeler plein de choses. Mais au moins, vous avez été défait, c'est-à-dire votre camp a été défait. Au lendemain d'une défaite, comment se conçoit la vie chez un homme politique? Alors, c'est la première défaite après 11 victoires. Un cycle complet pour tout type d'élection, des locales, législatives, présidentielles. Vous savez, quand la défaite arrive, une fois passé le choc du premier soir, vous faites l'évaluation et vous en tirez des conséquences. Deux types de comportements arrivent en général. Il y a ceux qui estiment qu'il est de leur responsabilité au regard de la situation de remettre le fleuve dans son lit, donc de travailler à maintenir ce qu'est l'organisation, ce qu'est le parti. Il y en a d'autres qui estiment que c'est la fin d'une aventure, que le temps est venu de trouver un autre espace d'atterrissage. Et l'un dans l'autre, ce sont des pratiques assez habituelles et assez courantes qu'on note chez les partis qui viennent de perdre le pouvoir. L'histoire du Sénégal nous renseigne à suffisance, avec la défaite du Parti socialiste, ce qu'il s'est passé par la suite. La défaite du Parti démocratique sénégalais en 2022, en 2012, il s'est passé la même chose. Mais ce qui est remarquable avec l'Alliance pour la République, ce n'était pas la Bérésina. On a pris acte. Bérésina, c'est une fameuse rivière russe qui a été défaite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du fleuve qu'il fallait remettre dans son lit. Donc c'est les références par rapport à l'épopée napoléonienne et autres. Donc l'Alliance pour la République a connu des saignées, a connu des départs. Des départs, ça il ne faut pas le cacher. Mais il est resté un socle massif, essentiel et important qui a été à la base de toutes ces victoires. Ça, c'est un. Nous nous en sommes rendus compte quand on a commencé à faire des tournées à l'intérieur du pays, lorsqu'on est allé à la rencontre des militants du parti, mais c'est le parti d'entre 2008 et 2012 qui a refait surface. Et dans le même moment, il y a eu des adhésions nouvelles ici au Sénégal et dans la diaspora, d'hommes et de femmes qui peut-être étaient engagés dans d'autres organisations ou qui peut-être ne l'étaient pas, qui ont décidé de venir prendre leur carte et militer au sein de l'Alliance pour la République. Il y a des figures très, très remarquables dans le pays. Vous avez le commissaire Keïta, vous avez le capitaine Dieye, vous avez le major Kandji, et bien d'autres encore, universitaires, jeunes et femmes, qui vivent dans les quartiers, qui ont décidé de renouer avec l'Alliance pour la République, et surtout, qui disent Macky baal ñu. On ne savait pas. Mais, monsieur le ministre, quand vous étiez au pouvoir, à la limite, vous étiez un peu hors sol.
mais vous perdez le pouvoir et ensuite, peut-être, bon, vous reprenez vos tournées dans les pays. C'est-à-dire que les militants qui étaient invisibles deviennent soudain visibles. Ah non, je ne le pense pas. Avec l'Alliance pour la République, ce n'était pas le cas. Bon. Même étant au pouvoir, il y avait une dynamique de parti avec des tournées. La plupart étaient impulsées par le président Macky Sall dans ses tournées économiques ou dans ses tournées dans le Conseil des ministres délocalisés. Mais dans d'autres occasions également, le parti était regroupé dans les différents territoires. Puisque ce qui permet de le constater jusqu'ici, l'Alliance pour la République est le premier parti au niveau territorial, puisque nous avons le plus grand nombre de communes sous la direction de responsables appartenant à l'Alliance pour la République. Même devant le Parti socialiste, même devant bien sûr, non, l'AFP ça n'a rien à voir. Ou le PDS? Ça n'a rien à voir. D'accord. Nous sommes au-delà de 400 et quelques collectivités territoriales dirigées par l'Alliance pour la République. Bon, je ne sais pas avec la nouvelle dynamique qui est en cours, qu'est-ce qu'il en reste. La deuxième réalité, c'est que l'Alliance pour la République est le premier parti à l'Assemblée nationale. Donc, l'Alliance pour la République n'est pas un parti hors sol, c'est un parti ancré dans les terroirs et les territoires. Puisque la ligne, c'est d'être toujours aux côtés des populations et avec elles pour les aider à trouver des solutions face aux difficultés, aux préoccupations qui sont les leurs. Donc c'est ça l'Alliance pour la République. À partir de quand avez-vous commencé maintenant à formuler un nouveau discours pour que peut-être, bon, voilà, tous vos militants restent avec vous, mais en même temps aussi peut-être bon, que vous promeniez maintenant un nouveau regard sur ce qui vient d'arriver? Non, il n'y a pas besoin d'un nouveau discours. Il y a juste besoin de mettre le curseur sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aux yeux des camarades de l'Alliance pour la République, mais c'est la trajectoire du président Macky Sall et la qualité de son bilan. Oui. Ça, c'est un vecteur important de transmission d'informations, mais surtout un élément de fierté qui permet aux militants de l'Alliance pour la République de rester encore dans la perspective de la reconquête politique. On n'a pas eu besoin d'inventer un nouveau discours, puisque ceux que nous avons en face nous ont facilité le travail, effectivement. La réalité est la suivante. La réalité est la suivante. L'Alliance pour la République est un parti dont la perspective est d'aider les Sénégalais à vivre mieux. Nous ne sommes pas dans une compétition pour accéder aux ressources, encore moins dans une perspective d'ambition personnelle ou d'exaspération des égoïsmes. Okay. Donc l'Alliance pour la République, c'est le vrai projet politique. C'est le vrai projet politique de transformation. Il y a une situation quand même assez atypique, quoi, parce que vous n'avez pas de candidat avéré à la présidentielle de 2024. Puisque peut-être bon, celui qui avait été désigné pour le représenter, il y a eu des dissensions au sein de votre majorité ou bien de vos coalitions à l'époque. Non, il était plus qu'un candidat de la PR. Amadouba était le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il était le candidat du Parti socialiste. Il était le candidat de l'AFP. Il était le candidat de la PR. Il était le candidat du PIT. Il était le candidat de cette coalition qui a été inédite dans toute l'histoire politique du Sénégal, qui a gouverné le pays pendant 12 années, qui nous a sortis de cette rationalité du parti-État qui est aujourd'hui en train d'encombrer notre espace public. Ce que je voulais conduire comme discours, c'était celui qui n'a pas participé à une élection retrouve maintenant son parti et ses démembrements pour leur tenir un discours par rapport à une défaite. J'aimerais bien savoir, peut-être, bon, avec le recul, comment Macky Sall a pu peut-être bon, vous parler, de quoi vous a-t-il parlé, et ensuite, est-ce que le discours a été d'abord pertinent, et en même temps aussi, est-ce qu'il était cohérent, sachant effectivement le rôle qu'il a joué avant un peu peut-être bon, le déroulement de l'élection présidentielle. Mais son discours a été percutant, cohérent et convaincant, puisqu'il a été articulé autour de principes de réalité suivants. Le premier, c'est que les portes de l'avenir nous restent encore ouvertes. Ah oui. À condition de développer la solidarité, l'esprit de camaraderie et d'être résilient et de remettre le métier sur l'ouvrage. L'ouvrage sur le métier. Ça, c'est un. Son discours a été percutant et cohérent, puisque du haut de sa position, je rappelle que sur les 12 années, et même sur un espace-temps plus large, le président Macky Sall n'a jamais été battu à une élection.
il est sorti de la présidence de la République sans avoir été battu à une élection. Et le discours a été là. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un ton taquin, mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir nous facilitent la tâche. Nous n'avons pas besoin de refonder un discours à leur manière, fondé sur un narratif intenable. Le leur était articulé autour du fantasme révolutionnaire et de la posture insurrectionnelle. Ça veut dire que de leur point de vue, faire de la politique, c'est attraper des hommes avec du miel comme on attrape des mouches, alors que nous pensons que faire de la politique, c'est organiser d'un point de vue sociologique des militants afin de les engager dans un électorat. Là, il y a cette dimension sociologique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez cette démarche de marketing? Vous êtes rattrapé par l'histoire. C'est-à-dire que vous vous engagez à tenir des promesses. Et une fois au pouvoir, vous ne les tenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes confronté à la VAR. Chaque fois que vous passez, on dit, bon, non, ils font que mentir. Parce que quand on franchit le principe de la réalité, quand on arrive au pouvoir, on franchit un principe de réalité. Oui. Tout n'est pas possible, et ce n'est pas parce qu'on le dit que demain on va raser gratis. Okay. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit qu'on va changer la vie des Sénégalais en 2 mois. Il faut faire attention à ce qu'on dit, puisque l'histoire nous rattrape souvent. Ok. Dr Seydou Gueye, ancien ministre, ancien secrétaire général du gouvernement et membre éminent de l'APR, donc qui est l'invité du jury du dimanche. Vous perdez le pouvoir pour retrouver l'opposition ou bien non? Bien sûr. Mais dans l'opposition, on a des difficultés à identifier peut-être le leadership dans l'opposition. Mais l'opposition, ce n'est pas d'abord le leadership. Ce sont des organisations. Nous avons un cadre. Le Benno? Non, Benno, c'est terminé. D'accord. Maintenant, c'est le FDR, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, qui a un an d'existence et qui a son bilan. Une grande marche organisée à Dakar. C'est-à-dire que connaissant un peu peut-être les égoïsmes des hommes politiques. Non, justement, parce que ça, je pense que c'est... c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit et c'est aller très très vite en posant une fausse grille sur une vraie question. La question d'aujourd'hui, elle n'est pas l'émergence d'un leader. Elle est la mise en place d'un cadre pour promouvoir une dynamique. Et aujourd'hui, la dynamique, elle est très opportune, puisque ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une dépréciation de l'état de droit. C'est le saccage des libertés, la confiscation des libertés individuelles et collectives. Donc il faut faire face. Et de ce point de vue-là, mettre en place un cadre qui s'appelle le Front pour la défense de la République et de la démocratie et de la République, est une réponse pertinente par rapport aux multiples agressions que nous devons à cette pratique sulfureuse des autorités vis-à-vis des valeurs de la République. C'est inacceptable. Aujourd'hui, quand vous écoutez la radio, vous avez l'impression que notre espace politique connaît une mutation sémantique. Les mots les plus courants que vous entendez, c'est convocation, c'est garde à vue, c'est mandat de dépôt, c'est liberté, c'est bracelet électronique. Voilà un peu ce qui domine du point de vue sémantique notre espace public. Et c'est inacceptable pour un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a réussi une alternance, 3 alternances démocratiques en 24 ans. Il faudrait que les nouvelles autorités comprennent très bien que la démocratie, ils en sont les héritiers. Ce qu'il s'est passé en 2024 serait été dans un autre pays, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir des élections à contestation nulle avec l'élection dès le premier tour d'un candidat de l'opposition directement sorti de prison. Mais il n'empêche, monsieur le ministre, que quand même, il doit y avoir quand même une figure d'incarnation justement du leadership dans l'opposition. Ça viendra. Ça va arriver. Ça viendra. Ça va arriver. Mais je pousse encore plus loin ma curiosité, puisque vous êtes un proche du président Macky Sall. Il sort d'une défaite politique avec vous. Mais j'ai envie de savoir peut-être aussi quelle est sa propre part de responsabilité. Est-ce qu'il s'impute justement une responsabilité dans ce qui est arrivé? D'un point de vue moral, certainement. D'un point de vue matériel, je ne le pense pas.
puisque c'est la figure tutélaire Oui. de notre organisation et c'était la figure tutélaire de la coalition. Laquelle coalition a présenté un candidat qui s'appelait Amadouba, qui a compéti, qui est arrivé deuxième. Et il arrive dans la vie des hommes que le destin ne vous accompagne pas. Ok. Au-delà de ça maintenant, il y a des hommes et des femmes nouveaux qui sont arrivés peut-être aux responsabilités dans la paix. Qui sont-ils et quelle mission ça signifie justement pour l'animation politique? Alors, il y a eu deux dynamiques qui ont été conduites en même temps. Et je pense que ça, c'est une réponse à une question lancinante, une demande lancinante des Sénégalais et certains militants de l'Alliance pour la République, qu'on appelle traditionnellement la structuration du parti. Les gens parlent de structuration du parti. Mais pour nous, les spécialistes en question d'organisation, on fait la différence entre l'organisation et la structuration. D'accord. La structuration, c'est la distribution verticale du pouvoir. Oui. Et l'organisation, c'est la mise en cohérence en termes de départements, de choses qui doivent aller ensemble. Voilà. Et nous avons combiné, à la faveur d'une réflexion partagée depuis quelques mois avec le président Macky Sall, une dynamique nouvelle. Dans un premier temps, nous avons mis en place un cadre très large de secrétariat exécutif national, lequel couvre pratiquement le Sénégal et la diaspora. Et il y a une deuxième déclinaison de ce secrétariat au niveau des départements. Et nous avons fait des tournées. En 3 semaines, pratiquement 90% des secrétariats exécutifs de département ont été montés. Dans le même moment, il y a eu de nouvelles nominations à des postes de responsabilité. Par exemple, moi j'occupais le poste de porte-parole du parti. J'ai quitté ce poste et aujourd'hui, nous avons un pôle de porte-parole coordonné par l'ancien ministre Moussa Bokar Thiam et qui héberge de grandes figures médiatiques que nous connaissons très bien, donc Pape Mahou Diouf, Abdoumbo et le capitaine Jay et bien d'autres également qui se révèlent aujourd'hui, Saourou Sen, Mme Marem Tchampabou, sont des voix féminines et des voix nouvelles. Et c'est un courant de fraîcheur. Qui n'est pas synonyme de rajeunissement. Mais il y a nécessairement un rajeunissement. Moi, je suis aîné de beaucoup d'années. Oui, tout à fait. Mais je suis aux responsabilités. Il y en a d'autres qui ont le même âge que moi et qui sont peut-être plus âgés que moi. Mais il y a eu effectivement un renforcement de la présence des jeunes et des femmes. Puisque en politique, dans notre pays, si vous voulez convertir le potentiel en réalité électorale, il faut s'appuyer sur l'innovation dont sont porteurs les jeunes et les femmes dans les formes d'expression et de mode de présence en politique. Et une qualité d'écoute également, peut-être de leur lecture de la Oui, non, mais les jeunes, ils sont sur le terrain. Clairement. Mais il n'y a pas de société où on dit on coupe la tête aux anciens. Ce n'est pas vrai. Mam Abdou Aziz Dan na ko wax jataay bi dal xel mooy am ndaw am góor am jigéen am mag. Voilà, donc c'est comme ça que s'organise la société. Maintenant, bon, le jeunisme, les gens en parlent, mais ça ne me semble pas une catégorie politique acceptable comme terme de débat. Oui, dynamique de renouvellement, de rafraîchissement. Oui, pour une dynamique d'élargissement et de renforcement de la présence de certains segments au regard du contexte, mais la politique n'est pas l'affaire d'un segment, c'est l'affaire de toutes les composantes de la société. Ok. Monsieur le ministre, les combats de l'opposition, d'après certains observateurs, ça manque un peu d'intensité. On ne les sent pas, peut-être pas dans un bras de fer, mais au moins quand même dans la réflexion analytique, dans une sorte peut-être de contribution à endiguer un peu peut-être voilà, cette impulsion du pouvoir qui n'oriente pas, comme vous y attendiez, le pays dans la bonne direction. Aujourd'hui, ce manque de sérénité, ce manque de densité, ce manque d'intensité. Aujourd'hui, le principal combat que l'opposition doit porter et qu'il est en train d'organiser pour le porter, c'est le combat de la transparence et de la régularité électorale. Transparence et régularité. Parce que il s'est passé des choses qui sont assez curieuses et qui ne finissent de nous inquiéter. Un, il y a eu la cyberattaque au niveau de la DAF. Et jusqu'à... C'est le fichier nodal, quoi. On ne sait pas quelle est l'étendue des dégâts.
Depuis le 1er février, on devrait ouvrir la période de la révision ordinaire. Il n'y a pas encore de décret du président de la République fixant la date des élections. Si tel n'est pas le cas, il faut une révision exceptionnelle. Et jusqu'à présent, rien. Nous craignons de retomber dans le même coup fourré des élections législatives, où même la date de l'élection a été cachée. L'avis de la Cour suprême a été caché aux électeurs. Les choses se sont faites sans la présence de l'opposition, ce qui rompt avec une tradition où chaque fois qu'on va vers des élections, il y a cette dynamique de consensus où tous les acteurs, que ce soit la Sénat, la société civile, les partis politiques, l'administration, les partis au pouvoir, sont tous autour d'une même table pour s'accorder sur les règles et les principes. C'est ça qui nous a valu 3 alternances démocratiques en 24 ans. C'est ça qui nous a valu la première alternance. N'oublions pas, l'ONEL est passé par là. La Sénat est aujourd'hui ici. Et aujourd'hui, c'est comme si on voulait refaire l'histoire à reculons. Ça, c'est un combat. Deuxième combat que nous portons très bien, c'est le combat contre la vie chère, la crise multidimensionnelle, l'absence d'offres politiques dans notre pays, une jeunesse qui est désemparée. C'est ça la réalité. Une gouvernance qui tatillonne, qui cherche son chemin. C'est ça la réalité. Tout à fait quoi. Donc, vous voulez quoi? Que l'on se mette à faire de la violence comme par le passé? Non, nous aimons le Sénégal, nous ne le détruirons pas. Nous voulons le construire. Nous l'avons déjà construit et nous voulons continuer à le construire. Donc nous n'allons pas détruire ce pays. La réorganisation dont votre parti a été l'objet au mois de février dernier, avec peut-être une reconfiguration sans doute des organes délibérants et l'avènement aussi de jeunes femmes et même peut-être aussi d'un âge mature à des responsabilités. Tout ceci inauguré sans doute une nouvelle ère d'une APR peut-être qui s'apprête peut-être à se jeter disons dans de grosses activités. Non, mais je termine par là. Ouais. En faisant cela, le président Macky Sall, il a certainement consulté peut-être des éminentes de grands hommes politiques comme vous. Il les a consultés peut-être sur ses intentions. Mais s'arrêtait-il simplement à des intentions politiques ou politiciennes de réorganiser son parti? N'y avait-il pas derrière lui ou en lui d'autres velléités peut-être qui somnolaient? Non, je pense que l'APR est une réalité politique incontestable dans ce pays, qui a marqué les 17 dernières années de notre vie. Entre 2008 et 2024, l'Alliance pour la République a été une réalité incontournable et massive. Dans le même moment, le président Macky Sall a été un leader incontestable et dont la dimension maintenant mondiale est en train de se mettre en évidence avec la candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Non, nous devions et nous devons de continuer à organiser le parti, à lui donner les moyens de la reconquête, puisque au quotidien, les Sénégalais nous indiquent que nous sommes quelque part une partie de l'alternative qu'ils attendent pour 2029. Et quand vous entendez ce message au quotidien, ça vous donne beaucoup de courage de poursuivre dans la trajectoire de construire un Sénégal où tout le monde peut vivre heureux et en paix. C'est ça le souhait des Sénégalais. Est-ce que les jalons posés par Macky Sall, avec votre accord certainement, gardent encore leur pertinence par rapport aux enjeux qui se dessinent? Ah, tout à fait. Tout à fait. La réponse que nous avions donnée du point de vue organisationnel depuis le mois de février, c'est nous adapter au nouveau contexte. Puisque le parti était sous une norme différente au regard du contexte d'entre 2008 et 2012, qui était un contexte de compétition avec des partis. Le contexte aujourd'hui est surdéterminé par d'autres rationalités. Sur le plan de la communication politique, sur le plan de la composition sociologique de l'électorat, sur beaucoup d'aspects, il y a eu des changements que les sociologues appellent les mutations. Et aujourd'hui, il faut être à l'écoute de ces mutations pour comprendre les réponses à donner. La stratégie, c'est comprendre ce qui se passe, avoir l'intuition de ce qui pourrait se passer et adapter son organisation à cela. Et voilà le travail auquel nous sommes en train de nous atteler en restant conformes à nos principes politiques premiers. Aux côtés du président Macky Sall,
vous l'avez approché, vous êtes presque un confident de lui. Ça, c'est un privilège presque rare. Le combat politique revêt quel sens chez lui? C'est une raison de vivre. C'est un engagement. Il a retracé tout son parcours, de ses conditions modestes, de son terroir. Il est en train d'arriver au niveau mondial. Ça, il n'y a que le combat politique qui le permet. À la faveur de l'école publique, bien sûr. À la faveur d'une société qui s'épanouit, qui croit en ses élites et en ses enfants, qui les accompagne. Ce combat politique, c'est la perspective d'améliorer au quotidien la vie de ses concitoyens. J'ai une citation. Et ça, on le voit, son offre en termes de mobilité collective, c'est quand qu'on souhaite le bien au Sénégal, oui. On pense aux terres, aux BRT, aux autoroutes. Ça, c'est pour le confort des Sénégalais. Quand on pense au bien des Sénégalais, on construit un projet qui doit nous conduire à l'émergence. Quand on pense le bien des Sénégalais, on fait une proposition comme celle des bourses de sécurité familiale. On pense à la couverture maladie sanitaire. On pense à la gratuité des soins médicaux. Quand on aime son pays, on apporte des solutions de cette nature. Mais on ne passe pas son temps à les insulter. Un homme politique que vous connaissez bien, probablement que vous aimez beaucoup bien, en l'occurrence Michel Rocard, feu Michel Rocard, disait que le pouvoir suprême justement finit toujours dans l'ambiguïté. Le pouvoir suprême finit toujours dans l'ambiguïté. Ouais. Macky Sall, il a été directeur de société, ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, puis il est devenu président de la République. Mais en fait, il a rempli toutes les cages. Lui reste-t-il encore d'autres ambitions à nourrir dans la vie? Non, les étoiles sont très très bien alignées pour lui. Ça, c'est de la chance, c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Il a honoré toutes les positions de responsabilité qu'il a eues. Macky Sall a posé un acte fondamental en 2008. Et c'est rare, de mémoire de Sénégalais, de voir une personne démissionner de l'Assemblée nationale, de la présidence de l'Assemblée nationale, même si le processus de son éviction était en cours, mais il a eu le temps de prendre sa responsabilité de démissionner. Et le faisant, il s'est départi de tous les mandats acquis sous la bannière du Parti démocratique sénégalais. Donc une rupture nette et claire. Et il a préféré engager le combat avec des hommes et des femmes, certains venus d'anciens partis politiques, d'autres partis politiques, comme moi, je viens du Parti de la Réforme, et d'autres qui n'étaient pas du tout familiers à la politique. Et ensemble, on a élaboré un projet que les Sénégalais ont validé, qui a été mis en œuvre au grand bonheur des Sénégalais. Dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, il n'y a pas une rue, il n'y a pas un espace, il n'y a pas une catégorie sociale qui n'ait bénéficié du bilan positif du président Macky Sall. Il n'y en a pas. Sur tous les secteurs. Vous prenez le secteur de l'éducation, la revalorisation salariale des enseignants, l'amélioration de leurs conditions de vie, et à nul autre pareil. Vous prenez le secteur des forces de défense et de sécurité, militaires, gendarmes, police, sapeurs-pompiers, amélioration extraordinaire de leurs conditions de travail. Le président Macky Sall a réussi une chose qui est assez extraordinaire, mais malheureusement qui a été immédiatement enrayée. Avant son départ, on peut tomber d'accord sur une réalité. Il avait mis le pays en expansion économique. Ok, parce qu'il a jeté les bases, selon vous. Et ça, c'est conforme à l'idée fondamentale du programme Yoonu Yokkute. Mettre en place les bases du véritable développement. Lutter contre des injustices sur toutes les formes, que nous retrouverons à travers les 3 axes du plan Sénégal émergent. Et puis, voilà, le PUDC, des programmes comme ça, qui sont cités en référence et qui inspirent certains pays avec une validation et un accord du système des Nations Unies, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il a porté de très fort dans sa vie politique est passé dans les esprits. Puisque ce que vous venez d'énumérer là, il y a peut-être des compagnons, ses propres compagnons qui le citent à longueur de journée. Non, sa contribution. Mais j'ai envie de savoir, peut-être, bon, après, avec maintenant
tout cet horizon qui s'est dégagé pour lui, qu'est-ce qui lui reste encore plus de bon à nourrir comme autre ambition dans la vie? Mais aujourd'hui, celle d'aller au niveau des Nations Unies pour servir le monde. Le président Macky Sall n'y va pas pour représenter le Sénégal. Oui, c'est évident. C'est une évidence. Ou bien c'est pas évident chez les Sénégalais? Ah, beaucoup de gens pourraient penser que non. D'accord. Le président Macky Sall est le candidat original de l'Union africaine. Ça, c'est un. Parce que pour la première fois, pourquoi cette candidature est originale? Parce que pour la première fois, un ancien chef d'État africain veut briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies. Et si l'Union africaine, à travers la présidence assumée par la République du Burundi, a déposé la candidature du président Macky Sall, cela veut dire tout simplement qu'ils ont validé les aspects positifs de son bilan. Il a réussi comme président de l'Union africaine. Il a réussi comme président de la CEDEAO. Il a eu des prouesses extraordinaires pendant la Covid. Et dans le conflit russo-ukrainien, il a porté la voix de l'Afrique et il porte toujours la voix de l'Afrique. Macky Sall est le président, en fait, qui a été souvent au service de l'Afrique pour porter la voix de ce continent. Et il est très à l'aise avec les questions de notre époque. Le climat, oui, le système de gouvernance mondiale, tout à fait, la dette, toutes ces questions qui attendent vraiment un autre mode, un autre ordre, sont portées et ont été portées brillamment par le président Macky Sall. Donc les présidents d'Afrique, les pays d'Afrique, qui ont pris la décision lucide d'engager la candidature du président Macky Sall au niveau des Nations Unies, mais ont une claire conscience de son leadership et qui a été prouvé bien avant même que cette étape n'arrive. Voilà. Non, la vraie question qu'on peut évoquer en contrepoint, devant cet engagement massif de l'Afrique, pourquoi le Sénégal choisit-il la solitude? C'est ça la vraie question qu'on se pose. Oui, cette question-là, on va vous la poser et peut-être aussi vous avez des éléments de réponse. Mais votre proximité avec le président Macky Sall, sans doute vous a permis peut-être de déceler des qualités rares chez lui et peut-être certainement quelques défauts aussi. Oui. Mais avez-vous décelé chez lui un goût immodéré du pouvoir? Non, je ne pense pas. Parce que pour le président Macky Sall, le pouvoir n'est pas une affaire, une fin en soi. Pour lui, le pouvoir, c'est rendre possible ce que les gens souhaitent. On a les moyens de le rendre possible et voilà il travaille, autour de quoi il travaille. Les qualités de Macky Sall, en tant que président de la République, il les a prouvées à suffisance. La capacité de conceptualiser, d'élaborer une stratégie, de la mettre en œuvre et de la réaliser d'un point de vue opérationnel au grand bénéfice de ses concitoyens. Ça, c'est une qualité fondamentale pour gouverner. Les qualités du président Macky Sall, c'est la vertu. Il peut se prévaloir justement de ces qualités-là maintenant pour prétendre à autre chose. Ah bien sûr. Okay. L'une des premières qualités, dans un contexte aujourd'hui comme celui que nous connaissons, où il y a une accumulation de tensions géopolitiques, il est important d'avoir un leadership quand même transformationnel. Chez le président Macky Sall, nous trouvons les capacités qui doivent permettre de contribuer à l'équilibre du système des Nations Unies. Parce que cela influe sur la capacité des organisations à réguler. Et un dirigeant comme le président Macky Sall, dans un contexte d'une compétition géopolitique qui est issue d'un pays qui n'est pas très impliqué dans cette rivalité, peut être un médiateur très efficace et pertinent. Ça, c'est une qualité fondamentale. Oui, certainement. Et il a prouvé ses capacités de médiation. Souvenons-nous de la Gambie, souvenons-nous du Burkina. L'intérêt d'une candidature de Macky Sall, du président Macky Sall. Je signale aux auditeurs et aux téléspectateurs que la candidature maintenant, elle est actée. Elle est actée. Elle a été déposée justement par un pays, le Burundi par en l'occurrence. Non, je veux dire le Burundi qui exerce la présidence. Qui assure donc la présidence en exercice de l'Union africaine. Donc l'intérêt pour l'Afrique, justement. Si vous avez un président, un secrétaire général des Nations Unies
qui est d'origine africaine, qui est un Africain, en l'occurrence le président Macky Sall, cela, l'Afrique peut en tirer profit pour une raison évidente. Ça peut renforcer la prise en compte des priorités des pays africains, puisque au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, 2/3 qui sont des questions qui sont traitées, mais ce sont des questions qui concernent l'Afrique. Donc avoir un secrétaire général originaire d'un pays d'Afrique peut aider à faire prendre en compte les priorités de notre continent. Et puis, en troisième lieu, quand même, le président Macky Sall, c'est un leadership crédible. C'est un leadership crédible. Crédible. Même si ici, il y a certains de nos compatriotes qui veulent jouer à salir son image, l'accusant de choses infâmes, c'est sous leur responsabilité. Ce que je considère, c'est qu'on ne peut pas entacher le président Macky Sall sur l'histoire des personnes que nous avons perdues entre 2021 et autres. Il n'y a pas encore de rapport qui établisse la responsabilité de X, Y ou Z. On ne peut pas parler de cette question en laissant de côté l'ensemble des faits générateurs qui ont envoyé des jeunes dans la rue, affronter des forces de défense et de sécurité, s'exposer. Mais comment voulez-vous que ça se passe autrement? Quand ceux qui gouvernent préfèrent exalter la mort au nom d'un certain patriotisme au détriment de la vie. Si on veut régler cette question, on ne peut pas être dans le confort des effets de la loi d'amnistie et le confort du saccage en insultant et en accusant le président Macky Sall. C'est indigne. Okay. Il y a certaines attitudes qui, de mon point de vue, ressemblent à des attitudes apatrides. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est qu'un digne fils sénégalais a l'ambition de diriger une organisation suprême comme l'Organisation des Nations Unies. L'État du Sénégal se doit de l'y accompagner. Les Sénégalais se doivent de se mobiliser pour ça, puisque l'Afrique nous a montré la voie. En ayant fait le choix du président Macky Sall, c'est l'Afrique qui valide de façon claire la qualité de son bilan et qui invalide les thèses des tenants du pouvoir qui veulent l'accuser de crime. J'aimerais bien qu'on s'appesantisse un peu sur la démarche suivie par le président Macky Sall, mais en même temps aussi peut-être sur les jalons qu'il pose. À ce stade précis, c'est vrai qu'il y a eu ici ou là quelques accusations peut-être le concernant, mais son silence vaut réponse à ces incriminations-là qui sont portées justement contre sa personne. Une chose précise qu'il faut rappeler aux Sénégalais. Oui. Les soutiens que nous exprimons, ils sont importants. Mais la décision, elle est le fait des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est à ce niveau. Qui présenteront juste un seul candidat. Et le président Macky Sall a toutes les qualités pour être ce candidat unique que le Conseil de sécurité va présenter à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, et d'ailleurs, il y a des soutiens qui viennent des États-Unis avec un ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Voilà. Et ça, c'est un soutien important. Mais il y a des soutiens des pays qui sont nos amis du Golfe, il y a des pays et toute l'Afrique. Et l'Afrique, quand même, il faut bien le rappeler, est le seul continent au monde à avoir une organisation qui regroupe l'ensemble de ces pays. En Europe, c'est 27, aux États-Unis, mais c'est 53 États qui ont décidé de porter leur soutien et leur choix sur le président Macky Sall. C'est à l'honneur de l'Afrique. Et je pense que le Sénégal doit être fier de ce qui nous arrive avec le président Macky Sall. Mais en quoi tiennent les vrais succès politiques de Macky Sall, indépendamment du dessin qui est peut-être un truc générique pour dire c'est le dessin et tout. Mais est-ce qu'il y a des qualités en lui de lecture des conjonctures, mais en même temps aussi peut-être d'anticipation sur peut-être les attentes des populations, ou bien peut-être même une intelligence à la fois des situations, des conjonctures, des hommes qui passent et repassent devant lui. Vous qui l'avez fréquenté, qu'est-ce que vous voyez en lui qui pourrait le servir également à une autre station, comme on le disait en tentant, si d'aventure, il est confirmé comme secrétaire général des Nations Unies? Sa capacité à fédérer, sa capacité, je l'ai dit tout à l'heure, à élaborer des stratégies. Oui,
Et le président Macky Sall a cet avantage, c'est un ingénieur. Donc il est Toute sa perspective est orientée solution. Ouais. À la différence d'un inspecteur des impôts qui a comme perspective de taxer. C'est différent. Donc, au-delà de ça... Je vois votre père dans le jardin. De mes amis qui sont au pouvoir, mais c'est normal. C'est normal qu'on fasse de la politique de cette façon plutôt que de s'insulter. Non, il a énormément de qualités. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue un fait assez important. Le président Macky Sall, depuis 2000, est habitué aux grandes responsabilités. Vous l'avez rappelé dans son parcours. 2000 à 2024, il a été... Moi, j'ai eu la chance de faire partie pendant 3 ou 4 ans de ces délégations dans ces voyages officiels et je l'ai accompagné pratiquement dans toutes les réunions, dans toutes les rencontres où se discutait l'avenir du monde. Et il a toujours impressionné ses pairs par son engagement, son sens du combat. Quand vous entendez le président Macky Sall argumenter sur la dette africaine, vous avez envie d'applaudir. Quand vous l'entendez argumenter sur la justice fiscale pour que les ressources naturelles qui sont exploitées à partir de nos territoires payent l'impôt ici. Quand vous entendez le président Macky Sall plaider pour un nouvel ordre mondial, quand vous l'entendez plaider pour un autre système de gouvernance, en mettant l'accent avec courage sur l'idée que ce système-là de Bretton Woods, quand il était mis en place, beaucoup d'États africains n'étaient pas indépendants, n'existaient pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas être 53 États et ne pas avoir une place de choix au Conseil de sécurité. Et c'est dans ces combats-là que le président Macky Sall est parvenu, justement, à porter le plaidoyer pour une place de l'Afrique au niveau du G20. Une place en pleine responsabilité, à l'égal de l'ensemble des pays qui y siègent. Donc ce sont ces succès-là qui ont fondé la confiance. Et quand le président Macky Sall allait rendre visite au président Poutine, beaucoup de gens disaient non, ce n'est pas la peine, il n'en tirera rien. Mais l'un des plus grands bénéfices en termes humanitaires, c'est justement issu de cet entretien entre le président Poutine et le président Macky Sall. Moi, avec la libération peut-être des graines. Oui. Et on a quitté Sochi et pour aller à Paris. devait être fourni à l'Égypte aussi. Et avec tout le respect qu'on doit à la France, mais ce résultat a eu un impact sur la position qu'a dégagée la France par la suite. Monsieur le ministre, j'aimerais bien que vous leviez une équivoque. Oui. Il est entendu souvent dans certains salons dakarois, peut-être ils sont assez sombres, disant que la lettre du président Macky Sall au président Diomaye, annonçant effectivement son intention de se projeter au niveau des Nations Unies, était à la limite un acte, une sorte de pacte scellé entre les deux hommes. Non, ce n'est pas un pacte. Vous savez, j'entends les uns et les autres dire oui, nous n'avons pas été impliqués. Mais le président Macky Sall a fait plus que les impliqués. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Cheikh Niang, que je respecte beaucoup et que je salue très très amicalement. D'accord. Non, on a fait plus que les impliqués. Le président Macky Sall a saisi le président de la République, lui indiquant son souhait, bien sûr, en date du 9 février, lui indiquant que son souhait était d'avoir le soutien du Sénégal, son pays. Donc ça c'est... Et aujourd'hui, nous sommes quel jour ? Nous sommes le 8, donc un mois, sans réponse. Et ce n'est pas la première fois que le président Macky Sall saisit les nouvelles autorités et qui ne répondent pas. Dans l'affaire de la dette cachée, qui est devenue la dette odieuse selon le Premier ministre, il a saisi par courrier, jusqu'à présent, aucune réponse. Cela ne me semble pas une bonne élégance républicaine, et cela ne me semble pas être une méthode très gentleman entre un ancien président et un président en exercice. Dans l'hypothèse où le président Macky Sall remporte au mois de janvier prochain donc l'élection au poste de secrétaire général de la Nations Unies, maintenant, aucun espace, aucun pays ne lui est interdit. Et il peut voyager au gré sans doute de son agenda politique, je veux dire. À l'heure où nous parlons, le président Macky Sall n'a aucune interdiction par rapport à aucun pays du monde
Oui, il y a des évitements quand même de sa part. Hein. Non, mais c'est lié à sa propre personne. Mais ça, c'est propre... l'élégance républicaine. Certainement, c'est l'élégance. Mais je vous dis, dans sa fonction de secrétaire général, il ne peut pas éviter, si son agenda peut-être l'y astreint. Autrement dit, en vue, il y a possibilité de rencontre entre le président Diomaye et le président Macky Sall. Vous savez, Macky Sall a écrit 2 livres. Le Sénégal au cœur et l'Afrique au cœur. Ouais. Et ce n'est pas l'auteur de ces 2 livres-là qui va faire des misères au Sénégal. Absolument. Au contraire. Je me souviens du Premier ministre Idrissa Seck qui disait une phrase assez sibylline, mais très, très importante et intelligente. Il disait que le président Macky Sall pourrait être beaucoup plus utile au Sénégal après le pouvoir, à la tête de l'État. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qui se dessine. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de constater que jamais dans l'histoire des relations internationales, on a assisté à une situation comme celle-là, où massivement le continent, pratiquement à l'unanimité, apporte son soutien à un Sénégalais et que l'État du Sénégal n'a toujours pas réagi. Mais où sont les bons offices? Quels sont peut-être les go-between qui peuvent jouer quand même des rôles de raccord? On n'a pas besoin de ça. Oui, mais quand même. Le dialogue est nous avons juste besoin de savoir que nous sommes dans le domaine de la diplomatie. Ça, c'est un. La deuxième chose, le président de la République du Sénégal en exercice, chaque fois qu'un compatriote est en compétition sur une question qui ferait l'honneur du Sénégal, je pense à l'obligation de le soutenir conformément à son serment. Et donc, qu'est-ce qui en empêche? Moi, je ne suis pas dans le secret des Oui, mais quand même, vous êtes un habitué justement des arcanes de pouvoir. Certainement, il y a peut-être des pesanteurs. Non, il faut bien comprendre. Ouais. Je disais tout à l'heure que le président Macky Sall n'y va pas pour représenter X Y. Clairement, oui. Il n'y va pas non plus pour tout à fait autre chose. Il y va pour servir le monde. Et le Sénégal fait partie du monde. Aujourd'hui, si le président Macky Sall est déjà qualifié comme candidat, nous en tirons une grosse fierté. Nous pensons qu'au regard de son parcours et de sa sensibilité sur les questions qui sont en attente et en discussion, parce que le président Macky Sall, quand même, a une culture très forte pour une diplomatie d'ouverture. Il n'est pas lié au bloc. Il est pour le multilatéralisme international. Mais, le président Macky Sall est un homme de paix. C'est un homme qui a des qualités de médiateur et de négociateur. C'est l'Afrique qui l'appelle et c'est le monde qui l'attend. Oui, tout à fait, c'est une belle formule. Monsieur le ministre, les blocs sont disloqués. Aujourd'hui, peut-être, à la limite, même c'est un ordre international qui est chahuté. Non, aujourd'hui, nous faisons face à un désordre international. Oui. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président américain, il y a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, le président américain peut aller aux États-Unis, peut partir des États-Unis, aller au Venezuela, choper un président en exercice, le mettre en tôle, en prison. Il peut décider avec un État ami, Israël en l'occurrence, tiens, on va faire la peau aux Iraniens, on va attaquer. Mais fort heureusement, ces pratiques qui ne s'adossent pas sur la loi, mais à la limite, c'est même inconcevable que le Congrès américain, qui donne l'autorisation pour les États-Unis d'entrer en guerre, ne soit pas d'accord avec la démarche du président Trump et qu'on laisse faire comme ça. Non, notre système a besoin d'être revu en profondeur. Et le président Macky Sall est attendu, une fois qu'il sera élu comme secrétaire général, de travailler à l'avènement d'un nouvel ordre, plus respectueux du droit, avec un multilatéralisme plus ouvert, des relations de paix, de dialogue. Et il l'a prouvé. Voilà quelqu'un qui a réussi à construire la paix avec ses voisins, le président Macky Sall. Vous me demandiez tout à l'heure des hauts faits politiques. Le pont sénégambien, c'est un haut fait politique. La paix avec la Casamance, c'est un haut fait politique. Rien que ça. Ça devrait valoir le soutien de tout le monde au président Macky Sall. Oui, sûrement. Mais parvenir quand même à parler à Poutine et à Trump, c'est quand même, il faut avoir vraiment beaucoup de bagou. Il a déjà fait. Vous savez, le président Macky Sall
a co-présidé avec le président Xi Jinping le FOCAC. Oui, aussi. Il a été reçu par le président Trump. Il a été reçu par le président Poutine. Pour l'anecdote, au cours de cette audience, il était prévu une entrevue de 45 minutes. Vous savez combien ça a duré? 3h45. Oui. Et à la sortie, il n'y avait que la télé du Sénégal, la RTS, et la télé russe qui étaient autorisées à avoir des images et à faire le compte-rendu. Et ce jour-là, c'est une grande fierté, c'est pratiquement, avec le truchement de la cellule communication que je dirigeais au niveau de la présidence. Et vous étiez justement à Sochi? Oui, j'étais là et c'est moi qui ai demandé au DG de la RTS, je lui ai dit, mais il y a des choses sensationnelles, tu fais un breaking news, on t'envoie les images. La RTS a été la première télé au monde à sortir des images de cette entrevue entre le président Poutine et le président Macky Sall. Et ce jour-là, on a pratiquement servi beaucoup d'agences de presse en images et en commentaires. Tout à fait. Deux petites questions avant de terminer, parce que voilà, on me signale que nous nous acheminons vers la fin. Le président Macky Sall, élu secrétaire général de l'ONU, peut-il impulser une rectification de trajectoire de puissance du continent africain par la qualité peut-être de sa personnalité ou bien par sa voix qui pourrait être audible auprès d'un certain nombre de chefs d'État, de façon à ce que peut-être les Africains regardent un peu quand même les richesses qui leur passent dans les entrailles des... J'ai parlé tout à l'heure de son engagement pour une fiscalité sur des ressources minières très forte. J'ai parlé, il a présidé le NEPAD. Je ne vous ai pas parlé de l'agenda 63, 2063 de l'Union africaine. Mais avec le président Macky Sall au niveau des Nations Unies, c'est une chance pour l'Afrique d'être encore beaucoup plus attractive sur le plan des investissements, d'avoir ses préoccupations au cœur de l'agenda des discussions. Et quand le Sénégal a exercé la présidence tournante au niveau du Conseil de sécurité, c'est là où le président Macky Sall a inscrit à l'agenda la notion de la diplomatie de l'eau, qui a été prise en compte et aujourd'hui qui donne des suites. Non, c'est une vraie chance pour l'Afrique. Et ce doit être un honneur pour le Sénégal. Et qu'aurait-il à faire en mieux, en plus, que les faits, les anciens secrétaires généraux, Boutros Ghali et Kofi Annan? La comparaison ne se fait pas de ce point de vue. C'est-à-dire que la qualité particulière du président Macky Sall dans cette compétition, c'est parce que d'abord, il est un ancien président de la République. Il est ancien président de la République. Et c'est la première fois. C'est la première fois que nous avons un ancien président de la République d'un État africain qui postule au poste de secrétaire général. Vous ne redoutez pas Souvenez-vous d'une tribune qui a été écrite il y a 2 ans, sur un nouvel ordre qui a été signé autour de l'humain articulé par le président Macky Sall et d'autres sommités intellectuelles. Je ne suis pas sûr s'il y avait une signature du pape, mais je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est une vision qui est en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la qualité de cette candidature, c'est cette trajectoire du local au mondial. Il est parti de fatigue pour arriver sur le toit du monde, au bénéfice de l'Afrique, et pour un monde de paix, un monde réconcilié avec lui-même. Et on revient à la case départ. Macky Sall parti, la vacance, elle va faire émerger, comme la nature a horreur du vide, un autre leader, selon votre pronostic. Quel est le prototype ou le profil que vous allez brosser justement du prochain? Nos camarades sont très très fiers avec cette actualité du président Macky Sall qui ramène la paix au cœur de l'actualité. Nos camarades sont d'autant plus fiers qu'ils sont lucides en indiquant que déjà, c'est une grosse victoire que de postuler à cette candidature. Et que si le président Macky Sall est élu, cela ne les mettrait pas dans une insécurité émotionnelle, puisque l'Alliance pour la République a les ressorts et les moyens de s'organiser, de se régénérer, parce que c'est un parti authentique, c'est un parti vrai, c'est un parti engagé, c'est un parti de militants. Ils ne sont pas orphelins. Ils ne seront pas orphelins. Voilà. Ainsi prend fin justement le jury du dimanche qui avait l'immense plaisir de recevoir. Je pourrais même dire que peut-être que
ils auront beaucoup plus d'énergie avec la fierté d'avoir le président Macky Sall à la tête de l'ONU. Très bien. Voilà, docteur Seydou Gueye, ancien ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien porte-parole, ou bien toujours porte-parole d'ailleurs de l'Alliance. Non, non, je suis maintenant chargé des alliances et des partenariats. Oui, voilà, alliance et partenariat. Donc c'est une figure éminente donc, de l'APR. Eh bien, M. Gueye, merci beaucoup. Merci à vous et à vos À la téléspectateurs. cabine technique, Abdoulaye Ndiaye et son équipe. Merci beaucoup. Merci, bon dimanche.